On est samedi, il fait une chaleur de gueux, j'ai ma combinaison parce que là dans le saule-pleureur que vous voyez, à cet endroit là, il y a un essaim. Alors oui, c'est la saison des essaimages, on est en plein dedans. Il doit y avoir un rucher pas très loin de la maison et comme on met des ruchettes pièges dans les arbres, ben, elles viennent, sont attirées par les odeurs de ruches. Donc je vous retourne et je vous montre ça. Mais avant de vous retourner, je m'équipe. Je revais ma tenue de cosmonaute et c'est parti, je vous montre. Là, vous allez vous dire comment ça se fait que ces abeilles, elles rentrent pas. Vous voyez, il y a un petit trou là dans la ruchette. Vous allez sûrement vous demander comment ça se fait qu'elles se mettent en dessous et pas dans le trou. En fait, le trou il est trop petit. L'essaim, quand il arrive, c'est une foison d'abeilles. Elles sont des milliers. Et comme elles arrivent en masse, dans la précipitation, elles n'ont pas le temps d'aller au trou. Donc la reine, elle ne le voit pas forcément, elle est entourée de plein d'abeilles. Donc elles vont se poser le plus près possible de l'endroit qui les attire. Et là, en l'occurrence, elles se mettent en dessous et elles se tiennent à la branche. Voilà. Donc là, je vais couper tout ça, préparer mon matériel, appeler mon mari à la rescousse parce que je vois que la grappe d'abeilles est quand même assez conséquente. Donc toute seule, ça va être un peu galère. Donc il va m'aider et je vous filme tout ça. Je voulais quand même vous montrer une grappe d'abeilles parce que c'est magnifique. Ça vibre. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vais la mettre tout de suite au chaud dans sa ruche.
Bonjour à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Moi c'est Sophie, ici on parle tricot et abeilles. Avant de commencer ce podcast, en fait j'ai tellement de choses à vous dire que je sais pas dans quel ordre je vais y aller. Déjà, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires sous ma vidéo précédente. Vous êtes nombreux à préférer me voir revenir toutes les semaines, même si c'est plus court, donc me revoilà. Et voilà, je fais de mon mieux, j'essaye de vous trouver des idées. On m'a donné quelques petites pistes que je vais essayer de ne pas oublier. Mais normalement, je vais essayer de revenir chaque semaine. Il y aura des pauses, mais on continue comme ça si ça vous convient. Ce que je porte, ça y est. J'ai fini mon merveilleux, magnifique, adoré, mon géogradien. Je suis trop contente. Je porte aussi mon Rokiti de Tanis Lavallée, vous savez, ce t-shirt comme ça, là, que j'avais tricoté en laine de teinturière, je crois. Donc je me rappelle pas le nom. Celles qui savent. Et du Pingo Mohair. Donc franchement, je le mets tout le temps. Mais le clou du spectacle, c'est mon géogradient que j'ai terminé. Je voulais absolument le finir et je suis super contente, mission accomplie. On va en parler un petit peu, je vais pas m'étaler 3 heures là-dessus parce que j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Le géogradient est un modèle de Steven West pour la modique somme de 8,40 €. En anglais, je crois qu'il est qu'en anglais, j'ai pas vérifié mais je vous le mettrai sur la vignette là-haut. C'est un patron, c'est un châle que j'ai déjà tricoté pendant le M-Cal. C'est un cal mystère que Steven organise tous les ans. Je l'avais tricoté avec des fils de mon cher Didier, à qui je souhaite aujourd'hui un excellent anniversaire. Bon anniversaire mon Didier. J'ai pas eu le temps encore de t'envoyer un message, ma journée était un petit peu particulière. Donc j'avais déjà tricoté un exemplaire de ce châle. Et je l'avais laissé chez Didier parce que il me convenait pas, la taille, ça allait pas. Et Karine, la Miss Knitter, à qui j'envoie d'énormes bisous aussi. C'est moi qui lui propose en fait de lui envoyer mon Aurora Cabine que j'avais commencé et que j'arrivais pas à terminer. Et je lui dis à ce moment-là, tu m'envoies ton géogradient et je le termine. Et elle me dit, mais quelle idée de génie, j'en avais ras-le-bol de le faire, ça allait pas, nanana. Donc elle m'a envoyé son géogradient, qu'elle a tricoté avec des laines. Donc ça, c'est les 2 laines d'une teinturière, qu'une teinturière lui avait envoyé pour la remercier d'avoir testé son design. Il reste ça. Donc ça, c'est un joli... en fait, elles vont vachement bien ensemble puisque le rose de celle-là, c'est celui-là. Ça, c'est un semi-solide qui est juste magnifique. Et en plus, c'est bobiné avec le truc en bois. J'adore. Rien que les chevaux. Je vais t'envoyer mes écheveaux pour que tu me les bobines. C'est tellement beau. Ah, j'adore. Et avec aussi de la pelote vagabonde. J'ai retenu, coloris Bewitched. C'est ça, C'est un aubergine foncé. Plus foncé que ce que vous voyez ici. Enfin bon, voilà, plus foncé, vous l'aurez compris. Semi-solide, mais plus solide que semi quand même. Et la Finita Yarn, il m'en reste un peu. Je crois que je vais me faire 1 ou 2 hexagones pour ma nectar blanquette avec, parce que c'est hyper doux. Ça, c'est la découverte du siècle et j'adore cette laine. C'est hyper doux, il y a de l'alpaga dedans. Oui, Finita Yarn ou Yarn Eaters. J'ai rajouté dans ce châle un petit peu de Squirrel's Yarns en Stellina coloris citron vert, je crois. De quelques petits rangs de Kid Silk de chez Drops, coloris vert. Et de la laine de chez Les Laines de Demain, coloris artichaut en Stellina. C'est exactement ce que vous avez à l'écran. Tout plein de couleurs, de toutes... mais en fait, qui vont vachement bien avec le reste. Voilà. Donc, le géogradient, quand Karine me l'a envoyé, elle l'avait commencé en aiguille 3,5. J'ai commencé à retricoter à sa suite. Et comme on tricote pas du tout de la même façon, moi je tricote plutôt lâche, mais en fait en 3,5, ça allait pas. On voyait la différence de tricot. Sur 2 rangs, ma maille est beaucoup plus lâche, donc ça faisait
je sais pas, ça allait pas. Donc j'ai dit bon, c'est pas grave, je vais tout défaire et je vais recommencer. J'ai tout défait, rabibouché les fils là, enfin rabouloté les fils. Et j'ai repris. Donc j'ai repris à l'ancien, enfin à la façon nouvelle de Steven West, un carré. J'ai juste joué sur la texture en alternant du jersey endroit et du point mousse. C'est quand même super beau. Oh là là, c'est beau. Moi, en fait, je suis fan des couleurs que j'ai choisies. C'est rare que je me jette des fleurs, mais alors là, pour le coup, je suis trop contente d'avoir rajouté celle-là. Et puis là, ici, j'ai rajouté un petit peu de vert de drops. Donc, du coup, ça donne un peu plus de vert là, donc de chaque côté. Donc, ce châle donc se commence par le milieu, on tricote en carré au début. Et après, on vient faire 2 pointes de chaque côté. Avec ce point je sais plus trop comment il l'appelle, mais c'est super beau. Donc j'en ai un qui est comme ça, et l'autre qui est comme ça. J'ai pas fait les mêmes. Après on relève toutes les mailles du bord, et on fait les petites écailles, le deep stitch. Et on termine en high-cord. Donc le défaut de ce châle, et c'est dû au design, on est d'accord, c'est pas une question de tension de fil, c'est la bordure qui roulotte. Et il n'y a pas de... en fait, c'est un vrai... Pour moi, c'est un vrai problème, cette bordure qui roulotte. Parce que je trouve que c'est moche, on voit les pointillés, là. J'ai essayé, donc j'ai pris un numéro d'aiguille plus grand pour tricoter mon high-cord. J'avais fait 2 rangs de points mousse avant. Mais non, il n'y a rien à faire, ça roulotte. Parce qu'en fait, ce point-là, il tend le tissu, même si on le tricote très lâche, ce que j'ai fait. C'est élastique, hein, c'est très souple. Mais ça tend le tissu et ça le fait roulotter. Alors, sur son patron, il met des petites pampilles tout le long. Pour, je pense, justement, éviter cet effet de roulotement, ça doit faire un petit peu de poids et ça doit remettre la bordure droite. Moi, les pampilles, franchement, c'est pas trop mon délire. Non, c'est pas mon délire. Donc du coup, eh ben c'est pas grave, il roulotte. Mais en vrai, quand on le met, donc on peut le porter dans ce sens-là. Donc ici, là, j'ai un petit marqueur parce que j'ai vu qu'il y a une maille qui avait sauté. Je la réparerai. Donc on peut le porter en chèche, c'est-à-dire comme ça. Alors, il fait pas trop bavoir ce châle, je trouve. Il fait bien, il se met bien, je trouve. On peut faire un nœud si on veut. Moi, généralement, je le porte comme ça. Voilà. Ou on peut aussi le mettre façon grand-mère qui a froid devant la télé. Et oh, ça passe trop bien aussi. C'est trop beau. Donc, je suis ravie. En fait, depuis que je l'ai fini, c'est-à-dire depuis hier, je l'ai porté mouillé. Oui, j'avais la flemme d'attendre qu'il sèche. Il y avait une partie qui était un peu mouillée. Je l'ai mis quand même devant la télé. Et je le quitte plus, même quand il fait trop chaud, je le mets parce que, je sais pas, les couleurs, mais qu'est-ce que j'aime ces couleurs. Là, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Bon, là, je vais vraiment l'enlever parce que j'ai chaud, mais il va pas être très loin. Je vais le laisser par ici. Voilà. Alors, donc, tout ça pour vous dire que je suis contente d'avoir fini mon GeoGradient. Quand un projet se termine, c'est toujours une grande satisfaction. Je vais pas vous montrer beaucoup d'encours cette semaine parce que j'ai pas beaucoup tricoté mes autres encours. En fait, je me suis consacrée beaucoup au GeoGradient. Je me suis aussi consacrée à mon top Giza. Celui que je tricote avec le mérino lin de chez Au Fil d'Horus. Je vais vous montrer ça, mais avant je vais démêler. Voilà. Donc mérino lin coloris le voyage d'Hathor. C'est du parme rose un peu beige avec un peu de zone de marron. Il est très très beau. Donc le top, bah, j'ai tricoté tout ça. Ouais, quand même on est pas mal, hein. Tout ça, sachant que c'est des manches courtes que je vais faire aller un peu comme celle-là. Donc on est plutôt pas mal. Là aussi, on est pas mal. C'est sympa, ça me... J'ai pas trop l'habitude de porter ce genre de couleur, mais faut que je m'habitue parce que j'aime bien les couleurs roses.
Je sais pas si ça me va, on verra, mais bon. Donc, lui, tranquillement mais sûrement, l'idée c'est de déjà finir ces deux-là, faire les manches et utiliser le reste pour descendre le corps bien comme il faut. À voir si j'ai assez de fil pour faire des manches courtes, coudes, 3/4, on verra. Je sais pas où je vais, mais j'y vais tranquillement. C'est du tout droit, donc c'est vraiment quand je m'ennuie quand c'est trop compliqué le reste, je fais un peu de tout droit pour tricoter au kilomètre. Alors ensuite, donc ça c'est mon top Giza ou Giza qui avance plutôt pas mal. Celui qui avance aussi, c'est un encours que vous connaissez pas encore. J'en ai parlé sur Instagram. Je me suis accordé une semaine pour apprendre à tricoter à la continentale. En fait, je tricote à l'anglaise avec le fil dans la main droite et avec mon doigt, hop, je passe mon fil. En lâchant un peu l'aiguille, oui je la lâche mais je la tiens avec la main gauche. Enfin, j'ai une façon de tricoter qui m'appartient et qui marche bien, mais qui, selon les tricots, me provoque des douleurs. Et en ce moment, on a une activité apiculture plutôt intense, donc on manipule beaucoup, donc je me fais mal, enfin je me fais mal, j'ai mes douleurs, ce que j'appelle entre guillemets mes douleurs de vieille, donc mon dos et mon épaule et mon coude, qui me font mal. Et sur les conseils de plusieurs d'entre vous, on m'a dit, essaye de tricoter à la continentale, tu verras, ça peut t'aider à avoir moins mal. Et effectivement, l'amplitude, elle est forcément moins grande, puisqu'en fait, quand on tricote à l'anglaise, on bouge beaucoup pour passer le fil par-dessus, alors qu'à la continentale, en fait, le fil, on le tient et c'est l'aiguille qui attrape le fil. Il y a moins de mouvement. Donc je me suis dit, quitte à essayer d'apprendre à tricoter à la continentale, je vais pas le faire sur un encours, parce que je vais pas tricoter avec la même tension. Je vais m'apprendre sur un tricot ultra facile, en point mousse pour l'instant. Et quand je maîtriserai à peu près le point et la technique, je pourrai essayer de tricoter sur mes encours. Pour apprendre à tricoter à la continentale, j'ai choisi le châle, le color block, dont on entend parler un peu partout, mais parce qu'en fait, je l'ai pas choisi pour jouer avec les couleurs, je l'ai choisi pour apprendre à tricoter à la continentale. Et ça marche. Ça marche, c'est un tricot, c'est que du point mousse des deux côtés, sauf que de temps en temps, on a un rang de jersey, donc c'est pas mal parce qu'on a un rang envers une fois de temps en temps. Donc j'apprends à tricoter à la continentale à l'envers et pour l'instant, je n'y arrive pas. Mais bon, je ne désespère pas. En fait, je fais mes mailles torse à l'envers, donc je passe pas mon fil dans le bon sens. Mais ça se travaille, j'y travaille. Donc, je tricote le color block uniquement dans des nuances de vert. J'utilise ce vert de chez Didier que j'avais eu dans un kit à chaussettes. C'est un 50 grammes. Il y avait un jaune fluo avec. C'est juste trop beau. Le nom du kit, je m'en souviens plus. De toute façon, je pense pas que Didier vous reteigne ce kit-là. Donc, j'ai commencé, en fait, j'en suis au slip. Hein. On est toujours dans la forme slip. Vous savez, cette forme qui me fait tant rire. Alors, non, pour moi, c'est pas un string, c'est un slip. Parce que moi, l'idée, c'est de... Voilà, ça se met comme ça. Hop, hop, hop. Et ça, là... Oui. Bon, bref. Donc, on est dans une forme slip. C'est un châle asymétrique, tout au point mousse. Et non, mais la couleur... Ah, c'est dingue. C'est magnifique. En fait, on a plein de nuances dans cette laine. C'est le travail de Didier, c'est ça que j'aime. Hein. On a des petits speckles rouille. On a des petits speckles un peu plus dorés. Je vais éternuer. À mes souhaits. Donc, et des petits speckles vert fluo. Et c'est trop. J'ai choisi un jaune fluo, pareil, de chez Didier pour marquer la petite ligne. Bon, alors, elle se voit pas, c'est pas flagrant à l'écran. En vrai, c'est plus... Ce que vous voyez, c'est un peu bleuté. En vrai, c'est plus jaune comme couleur, plus couleur chaude. Donc là, je fais la suite avec cette couleur-là. Je vais aller au bout de celle-là. Après, j'ai choisi un vert de chez Laine de Moute qui tire sur le jaune. Ça sera pas celui-là que je vais mettre tout de suite. Celui-là, je vais le mettre après. Parce qu'il tire trop sur le jaune.
Miss Scarole que je voulais utiliser dans mon pull Sébastien que j'avais défait. Je vais utiliser ce vert qui vient de chez Didier au fil de russe, dont je n'ai plus le nom, c'est de la Stellina. Ouais, je reste dans le vert, on est déjà bien vert. Et c'est tout en vert, je crois que je vais utiliser que ça, parce qu'il ne faut pas tant de laine que ça. J'utilise du contrastant jaune fluo de chez Didier, que je vais alterner avec du fluo rose de chez... Oui, c'est... À l'écran, on dirait que ça brille. À l'écran, on dirait que ça brille, quoi. En fait, ça brille pas autant, hein. Là, ça sature quand même, hein, parce que on dirait que c'est un trucage. C'est de la quoi, ça, d'ailleurs? De la Sox Néon de chez Rico Design, 4 ply, avec un petit moucheron offert. Pour une pelote achetée, un moucheron offert. Super wash, 100 mètres, 400 grammes. 400 mètres, 100 grammes. Ça doit être 75-25. Oui, c'est ça, 75-25. Voilà. Donc, je vais alterner. J'adore. Que j'ai acheté sur Rascol, parce que Rascol, bah, des fois, c'est sympa, franchement, c'est cool. On trouve plein de trucs. Donc ça, c'est mon color block. Donc, pour tricoter à la continentale, j'utilise des aiguilles de chez Xiaogu. Donc ce châle, moi je le fais en 3,75 et j'utilise des des petites aiguilles de chez Xiaogu. On est sur des 10 cm et un câble de chez Xiaogu aussi, que j'ai acheté chez Didier quand j'y suis allée. Et franchement, quand on tricote à la continentale, c'est très confortable d'utiliser ces petites aiguilles parce qu'en fait, on n'a pas, comme on les tient comme ça. En fait, on n'a pas l'aiguille qui tape dans la main. Elles sont plus petites, donc elles se tiennent mieux, je trouve. Vraiment, là, je découvre le plaisir de tricoter à la continentale avec des petites aiguilles. C'est juste génial. Mission presque accomplie. Je suis en train de m'entraîner sur ce châle, sur le top. Mission presque accomplie parce que je n'arrive pas encore à tricoter les mailles en vert à la continentale. Et j'arrive pas encore à tricoter à la continentale sans regarder. Donc, je regarde quelques podcasts en tricotant à la continentale, en levant les yeux de temps en temps pour regarder l'écran, mais j'ai du mal encore à lâcher du regard ce que je fais. Mais je suis trop contente. C'est trop chouette. C'est trop chouette. Du coup, je profite pour tricoter, quand j'ai des rangs endroits, le design de Christelle. Donc le design, je vous rappelle que c'est un test. Le châle va arriver, on va dire, je sais pas, peut-être début juillet, fin juin, je pense. Donc ce châle s'appellera À la croisée des mondes. Il se tricotera avec 4 écheveaux, donc 2 couleurs différentes, 2 écheveaux de chaque couleur. Mon test, je suis trop contente de le faire. Je le tricote avec de la laine de chez Didier, qui sent bon. Ça c'est du Cléopâtre, c'est beaucoup plus foncé que ce que vous avez. On est plus sur du raisin écrasé que sur ce que vous voyez là. Enfin en tout cas ce que moi j'ai en retour écran. Et le coloris Pop and Speckle, ça pète avec du vert, du corail, c'est trop beau. C'est juste trop beau. Et le design, donc là je suis contente. Donc ce design à la croisée des mondes est un châle qui se commence par une pointe en forme de slip aussi. Ce châle est totalement écrit pour les débutants. Vous savez tricoter des mailles en droit, vous savez tricoter des mailles en vert, vous savez faire 2 mailles ensemble à l'endroit ou SSK par le brin arrière. Vous savez, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? C'est tout. Il y a des techniques, il y a des vidéos. Christelle nous met des liens vers des vidéos. Franchement, je pense que j'en tricoterai un deuxième. Ouais, je pense. Faut que je regarde dans mes stocks. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour en tricoter un deuxième. Donc, il y a de la mosaïque. Et la mosaïque, c'est un truc qui m'a toujours fait peur parce que j'avais tricoté le Tessélis, mais bon, voilà.
J'avais galéré, j'avais eu du mal. C'était un diagramme. En plus, moi, les diagrammes, c'est pas trop mon truc. Là, je suis les explications écrites. Et donc, je suis à la traîne. Hein, je suis dans les dernières. Je suis encore dans les dernières, mais on fait pas une course. Donc, la couleur, la première bande de mosaïque que je vous ai montré la dernière fois. Deuxième bande de mosaïque et troisième. Les côtes anglaises dont je vous ai parlé la dernière fois. Et j'ai commencé la grande mosaïque. Et en fait, on la voit vachement mieux à l'écran. Et j'y arrive. C'est trop beau. En fait, quand je regarde en vrai, quand on a le nez dessus, on finit par ne plus la voir. Donc pour moi, quand je regarde comme ça, je vois rien en vrai. Mais alors à l'écran, on la voit la mosaïque. On voit les nuances de la laine de dessous. On voit le vert, le rose. Mais ça contraste quand même bien avec... c'est trop beau. Non mais... Alors, je vais pas vous dire que je l'adore. Parce que vous allez dire, oh là là, elle aime toujours trop ses tricots. Bah oui, mais... en pull, ça serait super beau. On dirait un pull. C'est trop beau. Déjà, les côtes anglaises, c'est juste trop beau. C'est tout moelleux, c'est comme de la brioche en fait. Sauf que c'est pas du tout la technique de la brioche. Parce qu'il y aurait eu de la brioche. Crois-moi, ma petite Christelle. Tu sais que je t'aime hein, très très fort. Mais t'aurais mis de la brioche. Voilà. Je t'aimerais toujours, mais je l'aurais pas testé, ni tricoté. Mais franchement, les côtes anglaises, quoi. C'est juste, c'est parfait ce truc. C'est parfait. On dirait de la brioche. Alors moi, je le tricote en aiguille 3,75. Contrairement aux testeuses qui le tricotent en 3,5. Parce que j'ai tendance à tricoter un peu serré. Et si je tricote serré en 3,5, mon châle, ça va être un tapis. Ça va être épais. Et ça, je veux pas. Je veux quand même pouvoir le porter, ce châle. C'est pas pour décorer ou juste pour le principe de faire un test. C'est vraiment pour le porter. Donc, je le tricote. C'est pour ça, en 3,75. C'est pour ça que ça peut sembler un petit peu... détendu peut-être. Je suis peut-être un peu détendue de la brioche. Mais c'est trop beau. Donc quand j'ai des rangs endroits, je tricote à la continentale. Et la mosaïque, sur les rangs endroits, je la tricote à la continentale. Je la tricote à l'ancienne sur les rangs envers parce qu'en fait on doit mettre le fil devant. C'est-à-dire que le fil il passe. En fait on fait des mailles glissées. Si je laissais le fil derrière, c'est-à-dire côté endroit du travail, on verrait passer le fil. En fait, il faut le rapatrier à l'arrière du tricot. Donc, comme je tricote à la continentale, j'ai pas encore trop le mécanisme de passer mon fil. Mais bon, j'y travaille, c'est franchement... c'est franchement... Là, c'est que des tricots plaisir. J'ai un petit peu tricoté aussi mes chaussettes. Alors bon, est-ce que je vous montre? Oui, parce que j'en parle, donc je vous les montre. Et là, je tricote à la continentale. Alors, toujours en Magic Loop, parce que j'ai essayé. Donc là, c'est parce que j'ai pas le bon matériel. Je tricote. Donc là, avec des aiguilles fixes, des A10, je crois, mais qui sont pas assez pointues. Elles sont trop arrondies. Donc j'ai essayé les mini Xiaogu, les mini circulaires du kit rouge. Mais là, elles sont un peu petites. J'ai du mal à les tenir. Donc, il faut que je regarde par rapport au diamètre que je fais. Parce qu'en fait, le diamètre est pas énorme. Je tricote 60 mailles, je crois. Donc, 60 mailles, il faut pas que j'ai un truc trop tendu. Voilà, faut que je trouve l'aiguille qu'il faut pour tricoter à la continentale en circulaire. C'est mon objectif après en chaussettes. Je reprends ces chaussettes parce que ça, c'est ma paire du mois d'avril. Je vais faire des talons après coup. Et là, en ce moment, je les tricote un peu partout, tout le temps. J'ai un peu laissé tomber le gnome, les doudous pour l'instant, pour cause de douleur. Donc, Olivier, je sais pas si je vais le tricoter tout de suite, le doudou éléphant. Douleur au coude, trop importante pour que je me mette sur des doudous, pour l'instant. Je sais pas, c'est compliqué. Quand on a mal, on n'a pas envie d'aller sur des terrains qui peuvent faire mal ou accentuer les douleurs, comme la canne et tout, et encore les chaussettes, j'y vais tout doux, tout doux.
Donc pour l'instant, je sais pas encore. Voilà, donc pour les encours. Enfin, voilà pour les encours. Presque. J'ai glissé, chef. Ouais. Ouais, j'ai castonné. Bah oui, mais bon. En même temps, j'ai fini mon géogradient. Donc, je peux le remplacer par autre chose. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, j'avais dit. Je finis le châle de Christelle et après, je commence quelque chose. Et j'ai même pas tricoté mon orgasmique. Non, j'y ai pas touché. Ni le pull bleu, rien. Mais j'ai quand même castonné. Non, fallait pas. Bah ouais, mais bon. J'étais un peu obligée. Hein. J'ai castonné le châle trinquette de Charlie and Stitches. Ce châle trinquette, j'avais craqué sur la thématique de la mer, parce que moi, la mer, ben voilà, hein, j'aime. Parce que le châle en forme de voile de bateau, ça m'a tout de suite parlé. Parce que les rayures, c'est la vie. Parce que les nœuds marins, c'est la vie. Donc, je l'ai commencé. Je le tricote avec la laine de chez Écheveau Solidaire que j'ai reçue dans ma box de Noël. C'est de la laine qui mesure 420 mètres pour 480 mètres pour 120 grammes. Coloris, aucune idée parce que c'était la box, donc je sais pas. Mais c'est un beau bleu, c'est un bleu mer d'été. J'aime beaucoup. En laine toute douce, là, ça, alors la base, je l'ai plus en tête, mais il y a du yak, du mérino, du yak, peut-être de la soie. Donc c'est du... Oui, c'est pas la peine de regarder puisque tu le sais. 65% de mérino, 20% de soie et 15% de yak en single. Ah ben décidément, c'est la base Zénith de chez Écheveau Solidaire. Et j'ai pas de coloris. J'ai pas de coloris parce que qu'il y avait, je me rappelle plus sur la box de Noël ce qu'il y avait comme coloris. Bref, vous l'aurez compris, c'est un beau bleu. Pour contraster avec ce bleu, j'ai choisi la Suri de chez Didier. C'est de la Suri ou de la Thèbes Nuage, je ne sais pas, mais en tout cas... Pardon, ça perd ses poils. En tout cas, c'est une laine poilue, vert fluo. On entend les huskies de ma voisine, super, merci. Les huskies n'aboient pas, ils crient. En même temps, quand on a deux huskies qui sont toujours enfermés, c'est sûr que ça crie. Je suis désolée. Vous allez sûrement les entendre, mais c'est pas grave. Ils ne me déstabiliseront pas. Donc, j'utilise cette magnifique laine de Au Fil d'Horus. Merci encore, mon Didier, pour ce très beau cadeau que j'ai tout de suite mis sur mes aiguilles. Et voilà le début, le petit début que j'ai fait ce matin. Ouais. C'est juste canon. J'adore. Alors, on commence. Alors, en plus, ce patron, il est expliqué. Il y a des vidéos pour les étapes. C'est vraiment, il est très bien écrit. Donc, il commence par là. On monte 3 mailles. Il y a tout un tas de petits trucs à faire. Donc, d'un côté, on a comme un petit... on a un I-cord, en fait. Comme un petit I-cord ici, là. Tout propre. De l'autre côté, on a cette jolie petite torsade qui va être tout le long du châle. Et on a une technique pour faire suivre le fil de façon à ce que la torsade, elle soit pas rayée. En fait, le fil, si je tire, vous allez le voir ici. Voilà, on a une petite technique pour le faire suivre discrètement. Et c'est super chouette. Je trouve ça, alors en plus, je trouve ça super beau. Les couleurs, j'ai pas trop l'habitude de ce bleu, mais pourquoi pas. On n'est pas encore dans la taille d'une barbe. Robert Rue. Il va en avoir marre que je me foute de sa gueule, lui. Donc voilà. Bah oui, en même temps, il a une barbe qui a pas de là. Une barbe, ça prend tout, ça. Bon, bref, Robert, si tu passes par là,
Sans rancune, je te fais un bisou. La torsade qui est super simple. Ces rayures, en fait, tout est détaillé hein, dans le tuto. Je tricote avec des mini des mini de chez Aya Aya. Mini parce qu'elles sont l'aiguille elle commence là. Elle doit faire du 8 cm peut-être ou 10 cm. En fait, elles font 8 cm. Donc, je peux tricoter à la continentale. Et c'est trop bien. Des petites aiguilles comme ça pour tricoter à la continentale. Pour l'instant, j'ai un câble comme ça. Mais je vais vite changer de câble parce qu'à mon avis, quand il va grandir, j'aurai plus assez de place. D'ailleurs, il faudra que j'investisse dans quelques câbles encore de chez Xiaogu et chez Adi. Bref. Donc, je suis contente d'avoir castonné ce châle. Le châle trinquette. Et c'est chouette, je suis très contente. J'ai pas continué le châle, le chèche en bois, parce que je m'ennuie. Donc je vais le défaire et je vais refaire un petit châle à un écheveau avec la laine, mais je m'ennuie sur le chèche en bois. Pourtant il est beau, hein, j'adore sa dentelle, j'adore l'idée de la couleur qui est en jersey endroit, tout ça. Je suis très fan du résultat, mais le process m'ennuie. Donc est-ce que je vais réussir à le continuer ? C'est pas sûr, c'est vraiment pas sûr. Donc voilà pour tous mes encours. Il y en a pas mal, ça bouge, de temps en temps j'en laisse de côté, j'en reprends. Moi je suis super contente de tricoter comme ça et je tricote pour moi, je me fais plaisir avant tout. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais monter ce que je viens de tourner, 36 minutes. Ça va être encore un podcast d'une longueur pas possible. Alors qu'à chaque fois, je dis, on ne veut pas beaucoup parler, j'ai pas grand chose à vous raconter. Puis finalement, ça dure 1h30. Je vous laisse et je vous dis à demain matin. Me revoilà avec des réponses et des questions. Alors, j'ai eu 2 questions concernant les câbles en tricot. Maryse, je me pose une question au sujet des châles West. Quelle longueur de câble faut-il pour pouvoir relever les mailles à la fin? Ben, ça dépend du châle que tu tricotes et s'il faut relever des mailles à la fin, il faut... En fait, les numéros de câbles, on les indique à titre indicatif. Bizarre cette phrase, mais bon. On les marque, on dit il faut un câble de 80 cm ou de 1 mètre. C'est autant que ton aiguille, que ton câble peut recevoir de mailles, en fait. Il n'y a pas enfin, pour moi, après, voilà, moi je suis pas carré. Donc pour moi, il n'y a pas de longueur particulière. Enfin, ça dépend du châle déjà. Et autant que ton câble peut en avoir. Donc si c'est un grand châle de West, moi je prends des câbles de 120, je crois, ou 100, 120. Et puis c'est très bien comme ça. J'ai pas mes encours sous la main parce qu'ils sont tous au salon. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois, mais je mesure jamais mes câbles en fait dans mon lot de matériel tricot. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous montrerai un peu mes aiguilles, mon matos de tricot. J'ai des câbles tout petits, des 30 cm ou 40 cm. Ça, c'est quand on commence les encolures de pull.
pour éviter de faire du magic loop pour un pull. Après, je passe sur un câble un peu plus grand. Je crois que j'ai des 60-80. Et après, j'ai des grands câbles des 120, justement pour les ouest, où quand j'essaye un pull, je mets un grand câble pour être sûr de ne pas perdre des mailles. Ouais, je te dirais 100-120 peut-être. Ça dépend du châle et ça dépend de... Bah, ça dépend de plein de choses, en fait. Si c'est du déca ou du fingering, ça dépend de plein de choses. Pascal, peux-tu nous dire quelle longueur de câble il faut pour un châle de 2 ou 3 écheveaux? Je suis perdue dans les longueurs. Ça dépend du châle. Si tu tricotes une Sophie Scarf, tu peux travailler sur un câble de 30 cm. Si tu tricotes un grand châle, ça dépend. Je peux pas. De toute façon, le numéro de câble est indiqué dans les patrons, généralement. On vous dit, prenez un câble de tant de centimètres. Si vous en avez, après, qu'on soit sur un 60 ou un 80, je pense pas que ça fasse grande différence quand on tricote en aller-retour. Évidemment que quand on tricote en rond, c'est déjà un peu différent, parce que bah là, par exemple, je tricote mon top Giza. Ok. Donc lui, je le tricote en aiguille 3,5, j'ai fait tomber la pelote, et j'ai un câble qui fait cette taille-là. Je suis peut-être sur un câble de... Bah, je vais mesurer, hein, mais... On va mesurer un côté. On doit être sur un câble de 40 et 40-80. Donc là, je suis sur un câble de 80 cm. En fait, si j'avais pris un câble plus grand, ce serait tiré dessus. Et c'est pas fluide, il faut pouvoir coulisser nos mailles pour les tricoter. Si j'avais pris un câble trop petit, ça aurait peut-être été trop serré pour tricoter, pour essayer d'étirer un peu. C'est l'expérience enfin, pour moi en tout cas, c'est mon expérience du tricot qui fait que je trouve le bon numéro de câble. J'ai pas de numéro de câble approprié, je sais pas, j'utilise le câble qui convient le mieux, j'en ai plusieurs, j'ai des grands, des petits, puis au fur et à mesure, je change selon le confort du tricot en fait. Mais généralement, dans les patrons, c'est marqué « Utiliser tel câble ». Voilà, je pense. Je vais vous parler de quelques questions apiculture, mais avant, je vais vous raconter un petit peu la suite des épopées de l'essaim vagabond. Donc, dans le jardin, on met des ruchettes pièges. Ce sont des ruchettes dans lesquelles on met des cadres, des vieux cadres. Que par exemple, si on perd une colonie, une reine qui meurt, on garde les cadres tels qu'ils sont, sans les abeilles évidemment. De toute façon, au bout d'un moment, les abeilles elles meurent, elles ont plus de reines. Si ça marche pas, s'il y a une colonie qui est en péril, et on les met dans le congélateur, ça stoppe toute la prolifération des parasites et des parasites, la fausse teigne, tout ça, tout ça. Ces cadres au congélateur, ils restent et on s'en sert pour piéger d'autres essaims pendant la période de l'essaimage. Là, en l'occurrence, on a mis des vieux cadres dans une ruchette piège. Une ruchette piège, c'est une petite ruche de transport. Généralement, c'est des ruches qu'on récupère quand on a acheté des essaims. Ils sont dans des petites ruchettes. On les nettoie, on les passe au chalumeau pour éviter qu'il y ait des bactéries, enfin, ou des parasites. On met les cadres, les vieux cadres dedans, et les abeilles, quand elles essaiment, elles vont chercher un endroit où se poser. Et elles vont aux ruchettes pièges, parce que ça sent très fort l'odeur de la ruche. Cire, propolis, miel, tout est mélangé en fait. On avait mis une ruchette piège dans 2 arbres de notre jardin, à 2 endroits bien différents. Le premier essaim, c'est celui que je vous ai montré dans le vlog précédent. Un énorme essaim qui tient sur une ruche. On a mis 10 cadres, donc c'est un gros essaim, une grosse colonie. Comme vous l'avez vu là, juste avant les vidéos, enfin avant là, en début de cet épisode. Je suis distraite parce que je vois ma plante qui a une goutte d'eau au bout d'une feuille. Et la goutte, elle va tomber sur ma prise électrique. Donc attendez. J'ai la concentration d'une huître. Sachant qu'une huître doit pouvoir se concentrer. Aucune idée. Bon, bref. Je termine cette parenthèse. Donc, on avait mis des essaims, des ruchettes pièges dans les 2 arbres du jardin. Le premier, ok, le deuxième. Le deuxième, on l'a mis tout en bas dans le saule pleureur.
Et depuis quelque temps, je voyais beaucoup d'abeilles voler autour. Et en fait, il y a les éclaireuses. Les éclaireuses, c'est des abeilles qui vont aller repérer un endroit où poser l'essaim, qui vont revenir à la ruche et dire à la reine qui veut fuguer, il y a un endroit, j'ai trouvé un endroit, venez, venez, j'ai trouvé un endroit. Ça faisait 2-3 jours, il faisait très très chaud, que je voyais des abeilles tournoyer, je dis, toi, tu vas essaimer, il va y avoir un essaim qui va se poser. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Donc, on a récupéré l'essaim, je vous ai montré, et il n'a pas tenu dans la ruche. Pourquoi il n'a pas tenu dans la ruche? Si je le savais, ça changerait beaucoup de choses. J'en sais rien. Je pense que ma théorie, c'est le climat. Ma théorie, c'est ce jour-là, le jour où il y a eu cet essaim, il a fait une chaleur, mais épouvantable. Une chaleur de plein été, d'un coup. En fait, la veille, il faisait normal, doux mais normal. Ce jour-là, il a fait très très chaud, et le lendemain, il a fait doux et normal. Donc, je pense qu'elles étaient un peu nerveuses et un peu instables, elles savaient pas où se poser. C'est un peu comme nous, des fois, où on semble hyperactif, on sait pas trop où se poser, on n'est pas bien, on se pose à un endroit, ça va pas, on se remet à un autre endroit, bah, enfin, en tout cas pour ma part. Je me remets à un autre endroit, ça va toujours pas, je suis pas bien installée, ça tire, ça coince, ça va pas, bon, bref. Donc, je pense que ça a fait pareil. Donc, premier essaimage, donc on a récupéré l'essaim, on l'a mis en ruche, il est sorti, je vous ai montré les vidéos, c'est très très impressionnant parce qu'en fait, on a fini de le mettre en ruche, on a rangé nos affaires, on s'est retourné pour partir, et là j'entends mon mari qui me dit « Viens voir, je crois qu'elle quitte la ruche ». Je mets mon truc en mode vidéo, et là je vois, comme sur la vidéo, des abeilles qui sortent, à une vitesse de dingue. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'on a mis 45 minutes à les mettre dans la ruche, à faire attention, pouf, 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 on les balaye, on met le couvercle, on vérifie, c'est beau, c'est beau. En 3 minutes chrono, elles sont toutes sorties. Et elles faisaient des vols en spirale au-dessus de la ruche. C'était hyper impressionnant. Dans un bruit, mais un bruit. Pour ça que vous verrez, je vous mets des séquences avec le son. Des fois, je coupe le son et je remets le son. Parce que, bon, déjà nous, on parle, hein, forcément. Donc, je coupe un peu quand on parle parce que ça va vite vous saouler. Mais c'est surtout pour vous faire entendre ce bruit, ce vacarme permanent. Donc, elles se sont mises à tourbillonner dans tous les sens. Et elles ont été posées sur ce piquet de clôture. Heureusement, c'était un piquet qui était aussi de notre côté, ainsi que du côté du voisin. Voisin qui, vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, mais maintenant vous le savez, n'est pas très coopératif, on va dire ça comme ça. Donc, on a récupéré ce deuxième essaimage de la même colonie, remis en ruche, photo, ah, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Là, je dis à mon chéri, bon, moi, j'en peux plus, je crève de chaud, j'étais trempée de chaud, je vais me prendre une bonne douche bien froide, rentrer à la maison et arrêter. Et prendre mon tricot et puis, parce que c'était éprouvant, en fait, physiquement, c'était éprouvant. Je rentre à la maison, il me dit, bon, attends, je vais voir, je descends un petit coup vite fait pour voir si tout va bien. Et il revient et il me dit, bon, bah, la ruche est vide. Allez, donc, je dis, non, mais t'es sérieux? Oui. Elles sont ressorties de la ruche. On avait pris une autre ruche, hein, parce qu'on pensait que c'était peut-être l'état de la ruche dans laquelle on l'avait mis au début, qui était pas bon, qui leur plaisait pas, donc on a mis une autre ruche. Eh ben non, toujours pas. Et elles sont parties, on va dire 10 mètres plus loin, dans un beau buisson de ronces. Oui, oui, oui. Je vous mets la petite vidéo là, ou là plutôt, voilà. Hop. Donc là j'ai dit il y a plusieurs options. Soit on refait la même chose mais elles vont refuguer, soit on les emmène hors secteur. En fait, les abeilles, elles sont programmées pour être à un endroit. C'est un peu comme nous, ce sens de la géographie, on sait qu'on habite à tel endroit. On sait qu'on habite là. Donc on rentre chez nous, on rentre pas chez le voisin. Les abeilles, elles ont ce sens-là. Donc, je me suis dit, dans ma petite tête d'apicultrice débutante, si on les délocalise, elles vont se programmer pour être à un nouvel endroit et elles vont probablement rester dans la ruche. De toute façon, c'était ça où on perdait cette colonie qui nous appartenait pas de toute façon. Donc, c'était une possibilité pour les garder. Donc,
rebelote, 3e mise en ruche de l'essaim, donc mon mari a tout vaporisé, enfin lui il était descendu dans le fossé, il y avait un grand fossé juste avant, on le met en ruche, tout ça, donc toujours avec la chaleur, la combi qui était encore mouillée de l'après-midi, avec les odeurs qui vont bien avec, je vous passe les détails. Je lui dis, on ferme tout, s'il reste 2-3 butineuses, bah tant pis, c'est pas grave, on met 99% de l'essaim dans la ruche, on ferme le couvercle, on ferme la porte d'entrée pour les empêcher de sortir. Et on l'emmène à Perpète. Alors Perpète, c'est 10 km de chez nous, ou peut-être, allez, on va dire, ah si, il y a peut-être 10 km, 8 km à vol d'oiseau. On a un rucher, enfin un rucher, un endroit où on pose nos ruches, il y en a 3, enfin deux, puis là c'était la 3e. Et je lui dis, on va les mettre là-bas. C'est les essaims qu'on avait récupérés au début dans notre jardin. Et on les a mis là-bas. Et pour l'instant, je croise les doigts, elles restent. Elles sont dans la ruche. Donc elles font leurs allers-retours pour aller chercher du pollen, du nectar, tout ça. Donc ça a l'air d'avoir fonctionné. De toute façon, aujourd'hui on est mardi. Selon la météo, pas cet après-midi, mais parce que je suis un peu fatiguée, mais probablement demain ou jeudi, enfin dans la semaine, on va aller voir, ouvrir, regarder ce qu'on voit, et pouvoir vérifier si la colonie se plaît à cet endroit-là. Ça a été très mouvementé. Alors, du coup, je vais répondre aux petites questions apiculture qui m'ont été posées, et après on clôturera ce vlog. Mimi Kaolin m'a demandé, entre les alvéoles qui contiennent du miel, celles des larves et celles du pollen, est-ce réparti au petit bonheur la chance et ou au contraire regroupées en groupes distincts? C'est une très bonne question que tu me poses là, et je vais voir si je peux y répondre avec un cadre. J'ai pas de cadre. La répartition sur un cadre, elle est réfléchie. Je vais essayer de vous trouver un cadre. J'ai pas trouvé de cadre plein, donc je vous ai pris un cadre ciré. La répartition est réfléchie. En fait, sur une ruche, il y a 10 cadres comme ça. Sur chacun des cadres, il y a dans toute la zone qui est en haut du cadre, toute cette zone-là, sur une largeur d'à peu près 10 cm, le miel, operculé. Elles vont faire du miel, remplir les alvéoles et cacheter les alvéoles avec un cachet de cire. Ensuite, en dessous du miel, dans la périphérie ici, il y aura le pollen. Elles vont stocker du pollen dans chacune des alvéoles. Il ne sera pas fermé par contre, c'est toujours ouvert, on le voit. D'ailleurs, je vous ai montré assez de photos comme ça. Et ici, au cœur du cadre, le couvain et la ponte. En fait, la reine, elle pond 2000 œufs, ou entre 2000 et 3000 œufs par jour. C'est énorme. Dans chaque alvéole, il y aura un œuf au fond. Je vous ai déjà montré comme un petit grain de riz, tout petit. Et pendant les 3 premiers jours de vie de cet œuf, c'est nourri à la gelée royale. La gelée royale, c'est une substance qui est produite par les abeilles pour nourrir les larves. Tout au début. 3 jours. 3 jours de gelée royale et après c'est pollen. Pourquoi elles sont réparties comme ça? Parce que tout le couvain, c'est-à-dire la nurserie, les bébés, ils sont au chaud, ils sont au cœur de la ruche. Parce qu'il y en a là, mais il y en a aussi sur le cadre qui est en face. Là, il y a un autre cadre, et là, et là, et là, et là. Le couvain, il est au cœur de la ruche. Et souvent, il est du côté du soleil. C'est-à-dire que si le soleil, il arrive de ce côté, le couvain sera là. Il y en aura moins au fond. Parce qu'il faut le tenir au chaud. Le pollen est juste à côté pour que les abeilles puissent nourrir plus facilement le couvain avec le pollen. Parce qu'après, après 3 jours de vie, les petits œufs se transforment en larves, comme des petits asticots blancs. Tout blanc, blanc, par contre, c'est pas du blanc dégueulasse, c'est un blanc presque translucide, c'est magnifique. Et elles vont les nourrir avec ce pollen qu'elles stockent juste là, tout là. Et à la fin, quand la larve est plus grande, elle grandit, elle n'a plus besoin de pollen, elle se nourrit avec du miel. Et le miel,
leur sert de réserve aussi pour elles, quand elles n'ont pas de nourriture dans les fleurs, quand il y a une mauvaise saison par exemple. Voilà comment se répartit la ruche. C'est moi quand j'y pense, je me dis c'est hyper organisé, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Il y a certaines ruches qu'on ouvre pour contrôler, pour vérifier que tout va bien, où on voit vraiment, j'essaierai de vous les filmer quand je vais y retourner, vous les aurez peut-être la semaine prochaine, je vous les filmerai pour la semaine prochaine, ces cadres parfaitement équilibrés. Il y a des cadres où il y a beaucoup de couvains, mais on voit bien le pollen autour. J'en ai vu un comme ça, il faudra que j'essaye de vous le filmer, parce que là j'ai vraiment pas eu le temps de tout filmer. Faut dire aussi que je filme pas à chaque fois, parce que bah, déjà je manque de temps, hein, faut être clair, ça prend beaucoup de temps de filmer. En plus avec les gants, il n'y a rien de tactile, tout est tactile, donc il ne reconnaît pas mon empreinte, je peux pas déverrouiller mon téléphone, c'est une galère. Il faut que je m'achète un appareil photo de vlog, un peu comme celui que Christelle a acheté, pour pouvoir après aussi filmer les ruches et tout. C'est plus facile peut-être d'appuyer ou de tourner un bouton ou d'appuyer sur un bouton que d'avoir ce tactile qui m'énerve. On m'a demandé si je pourrais filmer quand je vais parler des abeilles chez Didier. Probablement pas, faut pas vous faire d'illusions, je vais pas passer ma journée à filmer. Je vous rappelle que moi je vis ma vraie vie et que je suis pas toujours en train de filmer tout ce que je fais. C'est pas possible, pour moi c'est pas possible. Je dois profiter de ma vie, de mes instants, je les vis vraiment, plutôt que de les vivre à travers un écran. Je vous partage tout ça parce que je sais que ça vous... Enfin, j'espère en tout cas que ça vous plaît, que ça vous intéresse, parce que je veux aussi vous sensibiliser sur la nature, les abeilles, c'est la vie. Mais je ne suis pas tout le temps avec mon téléphone et je n'aurai probablement pas le temps, ou j'aurai probablement d'autres choses à faire, c'est-à-dire en l'occurrence discuter et venir à votre rencontre, que de filmer sans arrêt. Je suis désolée, mais bon, les abeilles en fait, j'en parle beaucoup mieux dans les vidéos que vous voyez dans les vlogs, que... Pardon, il y a mon fauteuil qui coince, que quand je vais en parler chez Didier. Je vais pas tout raconter chez Didier, parce que moi j'y passe qu'une journée, hein. Je vais pas y rester 3 jours. Non pas que... je n'apprécie pas la compagnie de Didier et Vincent. Pour moi, ce serait un plaisir de rester 3 jours. Mais 3 jours à vous raconter les abeilles... Voilà. Comment sais-tu qu'elles battent le rappel? J'ai bien compris qu'elles le font quand la reine est présente, mais comment tu le sais? Eh bien, leur position, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, dans leur position. Elles lèvent l'arrière en l'air, elles battent des ailes très vite, et il y a une petite zone qui s'ouvre sur l'arrière du corps de l'abeille. Il y a tous les trucs noirs là qu'on voit, noir et jaune, noir et jaune, noir et jaune, et à la fin il y en a une qui est plus ouverte parce qu'elle libère les phéromones de rappel. Elle libère je sais pas trop comment c'est moi, hein, mais probablement une odeur particulière qui fait que ça s'appelle battre le rappel. Comment attirer les abeilles dans une ruche? En y mettant du miel, je l'ai dit tout à l'heure, en y mettant des cadres usagés, des vieux cadres qui sentent fort de la propolis, du miel. Non, pas forcément, elles s'en foutent du miel, puisque de toute façon, quand elles essaiment, elles sont déjà gorgées de miel. Avant de quitter la ruche, elles savent pas combien de temps elles vont mettre pour arriver à leur point d'arrivée. Donc, en cas de problème, elles se gorgent de miel, elles remplissent leur jabot, leur estomac de miel, pour que si jamais ça dure plus longtemps que prévu, elles puissent consommer et avoir de l'énergie. C'est pour ça d'ailleurs que pendant l'essaimage, les abeilles ne piquent pas. Elles sont tellement gonflées que leur dard, d'ailleurs il y en a certaines, on le voit, il sort, derrière il est un peu sorti, elles peuvent pas piquer, elles sont gonflées de miel. Et c'est ce qui les rend très jaunes pendant l'essaimage. Il y a certaines fois où on les voit, on dirait qu'on voit à travers, c'est translucide, c'est trop beau, mais c'est trop beau. Voilà, donc là j'ai répondu à vos questions. Donc je vais vous laisser sur ces bonnes paroles parce que ça fait 23 minutes que je parle et je suis fatiguée. Je vous remercie de vos commentaires, de vos messages. Vous êtes toujours là et ça me touche beaucoup. Ouais, ça me touche et puis j'aime bien les échanges, le fait de vous commenter, je vous réponds, vous répondez, j'aime bien. Voilà, c'est ça, c'est vivant.
Et l'idée, c'est que cette chaîne, ce soit pas une chaîne où je suis là à vous faire des exposés sur les abeilles, c'est que ce soit vivant et qu'on discute. Alors c'est vrai que des fois, j'ai pas le temps, je suis d'accord. Que des fois, je vous mets un cœur, mais c'est pas parce que je mets un cœur que je m'en fous. Au contraire, je lis tous les commentaires. Si je mets un cœur, c'est que c'est lu et approuvé, j'ai aimé. Si j'ai pas aimé, je vous le dis. Je vous le dis parce que je le note dans mon petit cahier et je vous dis, bon, ça, c'était moyen. Il y a eu quelques petits trucs qui étaient moyens, mais bon, on va revenir là-dessus. Je vous retrouve la semaine prochaine avec, je l'espère, des avancées dans mes tricots. Je vous fais tous des gros bisous maman, et je vous dis à la semaine prochaine.